bonjour à toutes et à tous. C'est avec un très grand plaisir que je reçois ce matin pour notre nouveau webinaire du think tank Ressources, ce webinaire du mois de février, Renaud Piarou, qui est membre de Ressources, qui est aussi professeur à la faculté de médecine de Sorbonne Université, chercheur à l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique et chef de service à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Alors, Renaud, merci beaucoup d'être avec nous dans notre bureau aujourd'hui. Bonjour, merci. Vous êtes microbiologiste et clinicien spécialisé dans les maladies infectieuses et tropicales. Vous avez beaucoup collaboré avec Médecins du Monde dans différents pays, l'Afghanistan, les Comores, le Rwanda et bien sûr la RDC, avant de vous spécialiser sur l'étude de la dynamique des épidémies de choléra, mais aussi de peste et de diverses maladies parasitaires. Alors, en novembre 2010, un peu plus donc récemment, vous aviez, à la demande du gouvernement haïtien et de l'ambassade de France d'ailleurs, effectué une investigation épidémiologique qui a mis en lumière la responsabilité des casques bleus dans l'importation du choléra en Haïti et le démarrage de cette épidémie qui s'est propagée à l'ensemble du pays en quelques mois. Et puis ensuite, vous avez collaboré avec l'UNICEF et le ministère de la Santé pour guider les actions de lutte pour éliminer en 2019 ce fléau. Plus récemment, et donc lors de cette épidémie du Covid-19, Renaud, vous avez participé à la cellule de crise de l'AP-HP en fournissant à l'institution des analyses épidémiologiques de la situation, mais surtout vous avez proposé et mis en place un programme de lutte basé sur l'intervention d'équipes mobiles. C'est un concept que vous aviez créé vous-même qui s'appelle le projet Covisan pour préparer le déconfinement dans, j'allais dire, les meilleures conditions possibles. Voilà, vous êtes auteur de plus de 200 études scientifiques et encore une fois, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Avec nous aussi Armelle Hébert. Alors, Armelle Hébert, vous êtes diplômé de la faculté de médecine et de l'Institut Pasteur. Vous avez, dans une première partie de votre parcours, travaillé au sein de cet Institut Pasteur et vous avez contribué au programme de recherche et développement de 2 vaccins, avant ensuite de rejoindre l'industrie pharmaceutique et notamment les laboratoires Roche, puis Merck. En 2009, vous avez rejoint un très grand groupe d'environnement dans lequel vous étiez experte senior en santé publique et en risques environnementaux. Alors, vous avez aujourd'hui une activité intense d'expertise en santé environnementale, adossée à des travaux de recherche sur les politiques publiques et sur le management de développement. Une orientation assez forte d'ailleurs sur la partie Afrique. Et vous participez à de très nombreux projets internationaux qui visent à changer en fait la démarche de l'analyse de la qualité chimique du cycle de l'eau. Voilà, alors notre webinaire aujourd'hui a comme thème l'environnement, un déterminant majeur pour la santé. Mais avant de vous passer la parole, je voudrais en quelques mots très brefs situer le think tank Ressources qui a été créé en 2004 à Libreville lors d'un colloque qui était fondateur sur le droit à l'eau et à l'énergie, de la vision à l'action. C'était le titre de ce grand congrès. Et insister sur le fait que c'est avant tout, ce think tank Ressources, une formidable aventure humaine qui regroupe des gens de tous horizons, des personnalités très diverses, que ce soit des universitaires, des représentants d'ONG, des politiques, des institutionnels, des dirigeants du secteur privé, de la santé bien sûr, et puis aussi de la finance avec des fonds d'investissement et des fondations. En tout cas, nous avons tous cette même, j'allais dire, profonde conviction de l'importance première qui doit être accordée aux services essentiels et à leur accès comme une véritable source de développement humain. Ressources alerte, organise le dialogue, recommande et fait savoir avec un objectif très clair qui est mobiliser l'attention des décideurs et des médias sur ces problématiques d'accès aux services de base dans les pays émergents afin de provoquer des prises de conscience et puis aussi parfois des plans d'action concrets. Nous sommes sans affiliation politique, nous n'avons aucune dépendance économique ou idéologique et nous travaillons sur les conditions et les solutions pour que tous aient accès à ces services de base. Voilà ce petit rappel rapide sur le réseau. Je vais maintenant passer la parole pour démarrer à Renaud Piarou, au professeur Piarou, qui va nous éclairer sur sa vision de cette thématique, l'environnement, un déterminant majeur pour la santé. Renaud, c'est à vous.
Donc, pour décliner ça, donc environnement, déterminant majeur de la santé, je vais le décliner par le prisme des maladies infectieuses, puisque c'est ma spécialité, et montrer combien l'environnement influe fortement sur la transmission des maladies infectieuses. Bon, je crois qu'il n'y a pas énormément de nécessité pour vous convaincre. Il suffit de regarder l'épidémie actuelle de Covid-19. On voit qu'elle se propage différemment selon le contexte. Certains pays, par exemple en Afrique, sans mener de politique très agressive contre la transmission du coronavirus, s'en tirent très bien, alors que nous, on a toutes les peines du monde à juguler cette épidémie. Les liens entre maladies infectieuses et environnement sont divers. Alors, je vais limiter un peu mon propos en me cantonnant aux maladies à transmission vectorielle, et d'une part, et les maladies d'origine hydrique d'autre part, et quelques exemples uniquement. Les maladies à transmission vectorielle sont généralement considérées comme des maladies endémiques dans certains territoires, c'est-à-dire enracinées dans ces territoires propres à certaines populations. On peut prendre, pour bien le comprendre, l'exemple du paludisme. Le vecteur est un moustique du genre Anophèle, on l'appelle donc Anophèle. Il n'y a pas de transmission de paludisme sans la présence de ce moustique. Donc, s'il est absent, parce qu'il fait trop froid ou trop sec, il ne peut pas y avoir de cas de paludisme. Les anophèles ont besoin d'eau pour assurer le développement de leurs œufs et des larves, c'est ce qui les lie à certains territoires. L'eau doit être relativement chaude aussi. Donc, c'est une maladie tropicale. Et puis, les anophèles supportent assez mal les eaux polluées, donc on va les trouver plutôt dans des zones rurales. On les voit un petit peu en ville, mais c'est quand même très limité. Donc, les régions endémiques pour le paludisme sont essentiellement des régions chaudes et humides, au moins une partie de l'année, et où l'habitat humain n'est pas trop dense, pas trop pollué. Inversement, il y a d'autres moustiques qui vont supplanter les anophèles dans des environnements plus urbains, par exemple les Aedes. Alors, ils ne transmettent pas le paludisme, mais ce sont de bons vecteurs pour d'autres maladies, des maladies virales comme la dengue, ou peut-être ce que vous avez entendu plus récemment, le Zika, le chikungunya, qui sont des maladies donc transmises par les Aedes. Ces maladies sont elles aussi donc très dépendantes de l'environnement. Elles sont même dépendantes de modifications que l'homme fait subir à l'environnement. Prenons le moustique Aedes albopictus, qui est un excellent vecteur des maladies virales comme le Zika ou le chikungunya. Ce moustique a l'habitude de pondre ses œufs dans des petites collections d'eau, une noix de coco, une boîte de conserve, une assiette mise sous un pot de fleurs, par exemple, ou un pneu abandonné. Les œufs supportent des périodes de dessiccation, donc l'eau peut disparaître, puis s'il repleut, si c'est remis en eau, les larves vont pouvoir éclore. Et les pneus, par exemple, sont transportés un peu partout dans le monde. En fait, par bateau, il y a des systèmes de recyclage des pneus avec beaucoup de voyages qui se font. Et les Aedes voyagent avec. Et ça permet aux Aedes d'arriver dans différents nouveaux territoires. De nouveaux adultes émergent. Et ensuite, ils colonisent, par exemple, les parcs, les jardins, les cimetières, comme dans le sud de l'Europe actuellement, dès qu'il y a finalement des endroits où ils peuvent se reproduire. Ils s'installent dans ces territoires, puis ensuite, si un voyageur arrive avec une maladie virale telle que le Zika, telle que le chikungunya, telle que la dengue, eh bien, on peut avoir des épidémies qui apparaissent. Ça a même été le cas dans le nord de l'Italie. Vous voyez, tout ça est lié à nos comportements, à la gestion de nos déchets et au commerce des pneus neufs, usagés, etc. Si on va maintenant sur les maladies à transmission hydrique, je vais prendre l'exemple du choléra. Donc, c'est une maladie diarrhéique pouvant être mortelle qu'on attrape avec de l'eau ou des aliments souillés. En étudiant le choléra en République démocratique du Congo, nous avons vu que la plupart des épidémies naissaient de quelques villes seulement qui sont à l'est du pays, et toutes ces villes sont au bord de lacs. Les lacs, c'est surtout le lac Tanganyika, le lac Kivu. Et les villes se sont étendues finalement sur le rive du lac, pas forcément sans système ils n'ont pas eu forcément besoin d'un système d'adduction d'eau, puisque les personnes pouvaient aller s'approvisionner directement dans le lac. Seulement, chaque fois qu'il pleut, les égouts, sont des égouts à ciel ouvert, se déversent dans le lac,
et ensuite souillent l'eau du lac. Et là, on a le cycle d'une maladie qui se met en place avec des personnes qui tombent malades, qui vont à nouveau contaminer les égouts, qui vont à nouveau contaminer le lac. Et ce phénomène perdure depuis des années, si bien que le choléra de ces endroits-là est devenu endémique, s'est enraciné. Mais de ce point-là, des voyageurs vont partir et aller transporter le choléra. Et on voit des épidémies de choléra, par exemple, qui suivent le trajet du fleuve Congo sur des milliers de kilomètres pour arriver jusqu'à Kinshasa, qui est à plus de 2000 kilomètres de là. Eh bien, pour lutter contre ces épidémies, on a réfléchi et avec le gouvernement congolais, des plans ont été mis en place, dont un des points essentiels, c'est de s'attaquer au choléra dans les zones sanctuaires et de s'y attaquer par des travaux sur l'eau dans les villes, le long des lacs, pour améliorer l'accès à l'eau potable. Donc, c'est très lié finalement à la thématique ressources. D'autres fois, les épidémies peuvent surgir encore plus à distance. On a vu avec les Aedes, les pneus, qu'une épidémie peut aller d'un continent à un autre. Le choléra ne prend pas tellement le bateau maintenant, il le prenait avant, mais il prend plutôt l'avion, niché alors dans les entrailles d'un voyageur. C'est ce qui s'est passé en 2010, tu en as parlé, en Haïti, où un contingent de soldats, des casques bleus venant du Népal, sont arrivés de Katmandou alors qu'il y avait une épidémie de choléra. Arrivés en Haïti, ils ont été installés dans un camp militaire dont les toilettes étaient vidangées dans la nature, sans aucune forme de protection. Et il y a eu des cas de choléra chez les militaires, même s'ils ne l'ont jamais déclaré. Et ces toilettes, ces fosses septiques pleines de vibrio choléré, l'agent du choléra, ont été déversées dans l'affluent du principal fleuve d'Haïti. Et du jour au lendemain, des dizaines de milliers de personnes se sont contaminées en buvant l'eau de ce fleuve. Il a fallu des années pour éliminer cette épidémie. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on y est arrivé en mettant en place une stratégie inspirée de la lutte contre les feux de forêt. Dès qu'il y a un tout début d'épidémie, une équipe va sur place et essaye finalement de protéger les personnes autour des cas qui ont été détectés, donc détecter de nouveaux cas, faire du traitement des cas contacts, protéger l'eau à l'intérieur des maisons, donc essayer finalement d'agir le plus près possible de chaque cas. Mais c'est une dizaine d'années quand même. Hein. C'était une dizaine d'années. Il a fallu du temps pour le mettre en place. Et chose intéressante, cette approche donc, qui a été appliquée avec succès contre le choléra en Haïti, vous la connaissez. C'est tester, alerter, protéger. On retrouve en fait effectivement ce qui est à l'origine du dispositif Covisan, c'est un peu la reproduction, c'est ces équipes mobiles qui, une fois qu'on a détecté des patients, vont aller autour, intervenir et essayer de protéger autour de ces patients. Déjà, ça répond à une des questions que je voulais poser tout à l'heure sur qu'est-ce qu'on apprenait de cette lutte contre les épidémies telle qu'elle a été pratiquée jusqu'à présent par rapport à ce qui se pratique aujourd'hui sur le Covid-19. Donc, on pourra y revenir. Alors, pour terminer simplement, et pour ne pas voir simplement les microbes que par le prisme de la maladie, je voulais simplement dire qu'on a encore un autre problème maintenant, plutôt dans nos pays développés, qui est que le fait de ne pas être suffisamment en contact avec les microbes fait que notre système immunitaire qui est là, qui est un système de défense contre les microbes, pas suffisamment correctement stimulé, nous crée des problèmes. Et on voit apparaître maintenant des épidémies, on va dire entre guillemets, mais en tout cas d'asthme, de maladies allergiques ou de maladies chroniques digestives qui sont des maladies inflammatoires digestives. Et on s'aperçoit par des études qui étaient très intéressantes, qui ont été faites dans le nord des Alpes, dans un environnement très rural où les gens sont encore très en contact avec les microbes parce qu'ils travaillent par exemple dans des fermes avec des étables, etc., que cet environnement avec une grande diversité microbienne est protecteur contre ce type de maladie, asthme ou maladie allergique. Voilà, je m'arrête là. Je pense que je voulais mettre quelques points de repère et puis ça permettra de lancer une discussion. Une discussion. Merci beaucoup, Renaud. On va passer maintenant à votre vision, Armelle, qui est une vision plus cadre de politique publique en particulier. Alors vous avez choisi en fait d'aborder cette thématique avec un commentaire sur quelques slides, tout en restant évidemment dans notre douzaine
quinzaine de minutes maxi pour cette première intervention. Et puis ensuite, nous passerons évidemment aux questions. Armelle, c'est à vous. Et on partage. Merci beaucoup, Patrice. Voilà. Alors, ça serait bien que ça fonctionne. Vous avez le partage, là, c'est bon? Ça y est, c'est parfait. On voit les slides, donc c'est parfait. Vous pouvez y aller. Alors, bonjour à tous les participants. Merci de nous avoir accordé ce moment pour partager ensemble sur ces sujets. Moi, je vais essayer de vous inviter à avoir une vision, on va dire, holistique au sens vision 360 de la santé, en ce sens que la santé environnementale aujourd'hui peut être considérée comme, ou doit être considérée comme l'action première de prévention en termes de santé publique. Et elle s'impose non seulement comme enjeu majeur de responsabilité sociétale et environnementale, et bien sûr, elle est alignée aux objectifs du développement durable, aux approches One Health qu'on va aborder un peu plus en détail tout à l'heure. Et alors, attendez, je continue. Voilà. Donc, juste pour faire un petit rappel de contexte en termes de défis sur ces enjeux de santé environnementale, aujourd'hui, l'OMS, en tout cas depuis un certain nombre d'années, a fait un travail assez colossal sur la prise en compte et la considération de la pollution chimique en termes environnementaux sur les écosystèmes et sur la santé humaine. Et donc, 92% des décès prématurés quand on dit des décès prématurés ou des dépenses de santé, sont dus notamment dans les pays à faible revenu et ou intermédiaires à des problèmes de pollution chimique. On voit que l'exposition à des produits chimiques, effectivement, se fait in utero pendant la phase fœtale et les premières années de vie de l'enfant et va induire de façon la plupart du temps irréversible des pathologies qui sont des pathologies chroniques, on verra un peu plus tard. Et l'exposition à l'eau, à l'air, aux sites et sols contaminés ou pollués tue beaucoup plus de personnes, et notamment 3 fois plus de personnes que additionner ensemble les pathologies ou les décès associés au VIH, à la malaria ou à la tuberculose, ou encore 15 fois supérieurs aux décès associés aux conflits armés. Donc, comme ce que vous pouvez voir, C'est vraiment intéressant de le rappeler, ça. oui, c'est intéressant la mise en perspective des chiffres. Donc, en fait, comme on peut et je vais vous l'expliquer de façon assez simple dans les slides qui suivent, au travers de différentes expositions, les populations, dans leur milieu de vie, dans leur foyer ou dans leurs espaces de travail, y compris au stade très précoce de la vie, vont être exposées à des pollutions qui vont être d'origine de la pollution de l'air, bien sûr de la problématique de la pollution de l'eau, des produits chimiques qui sont utilisés dans différents environnements, de la radiation, des expositions professionnelles, des pratiques agricoles, de la problématique aussi de la qualité des infrastructures. Et l'ensemble de ces expositions, qu'on appelle des multi-expositions, vont être à différentes périodes de la vie, du stade du développement de l'organisme. Et d'ailleurs, qu'on parle de l'organisme humain, mais qu'on parle dans l'ensemble du vivant, hein, le végétal et l'animal, bien entendu, de la même façon, sont exposés à des polluants de très faible dose. Alors pourquoi effectivement cette problématique des polluants de faible dose? C'est parce que bien sûr aujourd'hui ils ne sont pas réglementés. Dans quasiment aucun pays ces produits ces molécules ne sont réglementées. Et bien la difficulté parce que c'était ubiquitaire, c'est-à-dire qu'on est tous exposés à des multiples polluants dans différents espaces, que ce soit ce que l'on respire, ce que l'on boit, ce que l'on ingère ou ce qu'on va pouvoir avoir au contact de la peau. C'est un changement de paradigme dans la mesure où jusqu'à maintenant on pensait qu'en dessous d'une certaine concentration, d'une certaine dose de poison, on était protégé. En fait, c'est vraiment toute la problématique, la vision et la meilleure compréhension de la toxicologie de ces faibles doses, c'est-à-dire que c'est la période à laquelle on est exposé qui est critique. Ce sont aussi des effets à faible dose qui peuvent avoir des effets plus importants que ceux quand on est à plus forte dose. C'est aussi une période très particulière où c'est la période à laquelle on est exposé et on ne va avoir aucun effet, c'est-à-dire que c'est silencieux. Hein, les expositions chroniques, c'est tous les jours un tout petit peu à faible dose, mais c'est silencieux. Et les événements observables en termes de santé vont arriver de façon beaucoup plus tardive, 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard. On est vraiment sur cette problématique d'effet cocktail, c'est-à-dire que les molécules à très faible dose, elles vont interagir ensemble et elles vont prendre la forme de ce que peut être une protéine ou une hormone dans le corps humain. Et notamment pendant la phase fœtale, les molécules à des très faibles doses, quand on dit nanogrammes, c'est 1 grain de sable dans une piscine olympique.
c'est à ces concentrations que les polluants chimiques au niveau de la santé humaine, dans le corps du fœtus, de l'embryon, quand il est en train de se développer, que ces molécules, 2 ou 3 ensemble, vont venir se fixer sur les récepteurs du système hormonal du fœtus. Et comme vous pouvez le voir sur cette slide qui présente effectivement les différents moments dans la vie où on est exposé à ces molécules chimiques, le plus important de l'exposition et le plus critique, ça se passe au niveau de la phase fœtale. C'est pour ça que la protection de la phase fœtale est quelque chose de déterminant sur la survenue ultérieure de pathologies qui vont se déterminer à ce moment-là, mais dont on va voir les effets à 20 ans, 30 ans plus tard. Ou par exemple l'autisme qu'on va voir à 2-3 ans au moment de la naissance. Ce qu'il faut bien savoir, ce sont que à partir du moment où ces pollutions ont impacté le fœtus et qu'elles ont eu une perturbation sur son système, la biologie, enfin en gros les gènes du système hormonal, elles vont traverser les générations, donc elles ont des effets transgénérationnels. C'est pour ça, quand on parle des perturbateurs endocriniens, juste savoir que ce sont des molécules qui viennent perturber le système hormonal pendant la phase de développement du fœtus, qui ont des effets ensuite sur toute la santé de la vie. C'est-à-dire que comme c'est le système hormonal, ça va toucher toutes les hormones et donc les glandes hormonales. Qu'on parle de la thyroïde, des glandes mammaires, du thymus qui va jouer sur le développement et la croissance, bien sûr le développement, et les glandes de la reproduction. Et comme le disait tout à l'heure Renaud, c'est absolument important. Aussi, le système immunitaire est basé sur des glandes qu'on appelle les ganglions lymphatiques, qu'on trouve dans la gorge, en laine et tout au long du tube digestif. Et donc, l'impact des polluants chimiques à partir de l'exposition pendant la phase fœtale a des impacts sur tous les body systems du corps humain. Et c'est en fait, on peut l'imaginer comme une table de mixage, vous bougez les curseurs, c'est up and down. Ça veut dire qu'à partir du moment où les perturbations vont venir modifier le développement de la thyroïde, le développement des ganglions lymphatiques, le développement du pancréas, dans sa capacité de réguler de façon correcte l'homéostasie, donc le bon fonctionnement du corps. Et donc, toutes les pathologies chroniques qui sont associées à ces pollutions pendant la phase fœtale vont se développer tout au cours de la vie, un petit peu de la même façon que vont se développer les organes que sont la thyroïde, c'est beaucoup pendant la petite enfance, les organes de la reproduction et notamment les glandes mammaires, les testicules, les ovaires qui vont être liés à la fertilité. Là, on va voir des pathologies associées à partir de l'âge de la puberté. Et donc, en fait, les pathologies vont s'exprimer au moment où les organes vont avoir leur fonction la plus importante. C'est pour ça, donc, je close sur les effets des faibles doses, mais c'est un point fondamental parce que ça va expliquer toute la suite. Donc, pour faire très court, donc, quand on dit une vision 360 de la santé, ce que j'expliquais, c'est ce qui se passe au niveau de l'être humain, se passe exactement de la même façon au niveau de l'animal et bien sûr du végétal. Il commence à avoir des études aujourd'hui aussi dans le domaine du végétal sur l'impact de la pollution chimique au sens de le cycle du carbone dans le végétal et l'immunité du végétal. Donc, quand on parle du One Health, c'est vraiment un équilibre extrêmement intégré, subtil, mais en même temps extrêmement fragile. Et la pollution chimique vient faire une pression sur le métabolisme dans le vivant, qu'il soit humain, animal ou végétal. Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais vous voyez à peu près tous les domaines qui sont directement concernés par tout ça. Alors, pour revenir effectivement sur la santé environnementale en Afrique, depuis 2008, on a effectivement les accords de Libreville qui ont permis à 57 pays à l'initiative, enfin au début, 52 pays qui ont été signataires des accords de Libreville, et notamment pour pouvoir faire travailler ensemble de façon plus coordonner les ministères de l'Environnement et de la Santé, avec comme objectif de pouvoir engager des programmes d'action conjointe pour la raison et la seule raison suivante, c'est-à-dire que chacun des différentes, on va dire, des activités, que ce soit l'assainissement, l'infrastructure, l'énergie, l'industrie, chacun peut dans ses pratiques être contributeur de la pollution. L'objectif étant de pouvoir mettre l'ensemble des acteurs des intersectoriels autour de la table pour réenvisager autrement les politiques publiques et que chacun puisse réviser ces politiques publiques de façon à réduire la pollution. Et l'objectif étant de réduire la pollution pour réduire l'exposition aux polluants chimiques, réduire la survenue des pathologies. Parce qu'autrement, on pourra continuer à soigner les gens, mais ils tomberont toujours malades. À partir du moment où ils vont être exposés, notamment sur les pollutions chimiques, ce n'est pas des impacts santé qui sont réversibles. On n'a pas de vaccin contre une pollution chimique, on n'a pas de vaccin contre un dérèglement de la thyroïde, un dérèglement ou un cancer. Bref, ce sont des pathologies en tout cas qui se déterminent par la pollution chimique et qui vont avoir des outcomes qui sont celles qu'on connaît sur pathologie chronique. Donc l'important est de changer de paradigme, et plutôt que de regarder la santé uniquement en termes de traitement de pathologie,
ou vaccination, ce qui est, je ne reviens pas du tout, hein, c'est absolument nécessaire. Une fois que les gens sont effectivement dans ces pathologies, il faut prendre en charge. L'objectif est de changer de paradigme et de se dire il faut réduire absolument l'exposition aux polluants chimiques. D'où les accords de Libreville, qui ont déjà fait l'objet, comme vous le voyez, donc ça remonte à plus de 10 ans. Et en 2018, on avait déjà une évaluation ex post de ce cadre de politique publique sur lequel je vais revenir juste après pour bien définir quelles étaient les grandes recommandations issues. Et là, simplement pour vous dire que l'ensemble des contextes ont été évalués, ça veut dire la pollution de l'eau. Alors, ce que je voulais dire, effectivement, donc il y a eu un gros travail au niveau de cette évaluation ex post qui a été mené pour faire l'évaluation coût-bénéfice de l'inaction, c'est-à-dire ça coûte combien de générer, d'engager des programmes d'action conjointe et ça coûte combien de ne rien faire en termes d'effets sur la santé et de pathologie. Donc, on voit bien en bas l'urgence et la nécessité de l'action intersectorielle. Je vais faire très court, je termine tout de suite, Patrice. Quelque part, l'évaluation ex post de ce cadre de politique publique qui a été engagé à Libreville en 2008 et donc cette évaluation en 2018 montre un certain nombre d'éléments de la structuration à l'efficience, que ce soit humaine et financière. Un enjeu important, donc justement, de mobiliser l'ensemble des secteurs qu'on a vu tout de suite, hein, c'est-à-dire les secteurs qui sont l'eau, l'assainissement, l'énergie, l'agriculture, la santé, les transports, l'urbanisation, la gestion des industries et des déchets. De renforcer les compétences et les capacités pays sur ces enjeux pour donner les compétences aux territoires, aux opérateurs et aux institutionnels d'une meilleure sensibilisation et une meilleure action sur la réduction de la pollution chimique, de renforcer le cadre juridique, politique et institutionnel et d'intensifier les investissements sur des domaines majeurs que sont l'assainissement de l'eau, de l'air, des cités-sols pollués, des produits chimiques, de la pollution côtière et enfin, bien évidemment, d'avancer sur les financements innovants. L'ensemble de ces actions sont évidemment alignées sur les ODD, le régime de santé international, l'approche One Health et l'objectif étant d'intégrer la santé dans l'ensemble des politiques publiques. Donc, je resterai sur ce point et puis je pense que j'ai une ou deux slides pour après compléter la discussion. Merci beaucoup. Je vais arrêter le partage. Voilà. Je ne vous entends plus. J'étais en mute, pardon, désolé. Alors merci d'avoir répondu à ces premières questions. Je vais maintenant vous adresser à chacun d'entre vous une ou deux questions, le temps nécessaire pour que nos participants puissent eux-mêmes écrire les questions qu'ils souhaitent voir posées et que je ne manquerai pas évidemment de vous retransmettre. J'ai une première question tout de suite. À vous, Renaud, qu'est-ce qu'on apprend finalement dans cette lutte contre les épidémies que vous avez pu aujourd'hui intégrer et transformer, adapter sur la lutte pour le Covid-19 ou contre le Covid-19 d'ailleurs? Et qu'on n'a pas encore pu intégrer et qui nous manque cruellement. il y a plus que ça. Ouais. Déjà, le premier point, c'est qu'on avait complètement désappris à lutter contre les épidémies en France. Et on a un système de santé qui n'est pas du tout organisé pour lutter contre ce type d'événements. Il est très orienté, effectivement, médecine curative. Je suis malade, je vais voir le médecin et il me prescrit un traitement et si tout se passe bien, je guéris. Là, maintenant, on s'aperçoit qu'il y a justement la transmission de la Covid, ça se passe dans la ville, ça se passe à la campagne, ça se passe dans la population. Et lors de la première vague, on était absolument incapable de rien faire dans la lutte contre la transmission. Donc, il faut réapprendre finalement à intervenir au niveau d'une population. Et pour l'instant, comme on ne le sait pas, on en est toujours à des interventions du type restriction de liberté, confinement, couvre-feu, etc. Parce qu'on ne sait pas engager sur le terrain des agents de santé et des médiateurs, on en parle beaucoup, des équipes mobiles. On ne sait pas intervenir dans les quartiers, on ne sait pas utiliser des leaders d'opinion communautaires pour améliorer la lutte contre la transmission. Donc, on a fait un essai avec Covisan
Euh, c'est un essai qui donne des résultats intéressants sur quelques quartiers de Paris, mais les autorités ont été dans l'incapacité de le généraliser. Et ça, c'est parce que notre système de santé a complètement abandonné tout ce qui est ce qu'on appelle la santé communautaire. Donc, je crois que la première chose à réapprendre, c'est la santé communautaire. La deuxième chose, c'est la surveillance épidémiologique. Les premières cartes à l'échelle infradépartementale ont été produites par Santé publique France le 22 octobre. L'épidémie, je rappelle, a commencé quand même en février. Il a fallu attendre le 22 octobre pour commencer à avoir des cartes qui sont d'ailleurs pas suffisamment précises en termes d'évolution du nombre de cas, parce que c'est discrétisé, des cartes à la commune, par exemple. Donc, on a complètement perdu cette connaissance qui existe dans un certain nombre de pays, qui existe en Asie, qui existe dans les pays du Sud et qui a disparu, en particulier en France. C'est extrêmement intéressant. C'est la première fois que j'entends effectivement la notion de santé communautaire comme étant une source en fait, j'allais dire de prévention, de réelle prévention, et qu'on a complètement abandonnée. Armelle, j'ai une question pour vous sur l'urbanisation. Comment est-ce que vous pensez que l'urbanisation arrive finalement à structurer cette diffusion des pathogènes? Je pense que déjà, c'est une question de répartition aussi de la population sur les territoires, et l'urbanisation nous amène à avoir parfois une population plus concentrée sur des territoires, et la qualité des infrastructures et la prise en compte, effectivement, comme le disait Renaud, des enjeux de santé communautaire, c'est-à-dire de mouvement et d'interaction des populations, de la façon dont vont être gérées la qualité de l'habitat, que ce soit à l'intérieur, qu'on parle moi je vais peut-être parler effectivement en complémentarité sur que ce soit les pathogènes et que ce soit la pollution, comment cette pollution est prise en compte, comment elle est gérée et traitée au sein de la ville, dans des infrastructures. On parle des infrastructures d'assainissement à la base, évidemment, mais on doit aussi prendre en compte la qualité de l'air dans les habitats, on doit aussi prendre en compte la gestion des déchets. Donc, c'est clair que l'urbanisation en tant que telle, non seulement c'est un point majeur, mais ça doit aussi nous amener à nous poser la question de savoir voilà, ces enjeux de conurbation et de quelque part surtout dans les espaces dans les pays où on peut avoir de l'espace, l'urbanisation de façon, quand je dis intensive en termes de concentration de population, doit être vraiment repensée sous cet angle-là de la santé communautaire et de la circulation non seulement des pathogènes, mais aussi de la concentration de la pollution. Parce que c'est vrai que sur un certain nombre de très très grandes villes, quand on voit ne serait-ce que la croissance de la population de la ville de Kinshasa, aujourd'hui, on doit être à 12 ou 17 millions d'habitants, on va en 2050 les projections sont faites à 60 et quelques millions d'habitants. La question, c'est déjà la pression que vont générer ces concentrations de personnes en termes de pression de ressources en eau, mais aussi surtout de la façon dont vont être gérées les eaux usées sur ces territoires en termes de débit et de gestion du polluant. Et là, quand on parle de cette question de l'assainissement, il y a aussi bien la question des pathogènes qui va devoir être prise en compte. Il faut, peut-être j'en profite aussi pour souligner ce point précis, c'est-à-dire que quand on a cette problématique de concentration ou de densité de population sur une zone urbaine, on va dans les structures d'assainissement avoir des procédures ou des protocoles de chloration, donc de désinfection, qui sont effectivement importants pour réduire le risque pathogène qui est un risque aigu, donc qui va survenir tout de suite. Il ne faut pas oublier effectivement que le chlore, notamment, va lui pouvoir aussi, avec l'ensemble de la matière organique, réagir avec l'ensemble de la matière organique et générer des sous-produits de désinfection qui peuvent être à des concentrations très importantes dans les réseaux, et donc générer aussi d'autres types de risques qui sont là de nouveau du risque chimique. Donc la problématique de l'urbanisation, effectivement, c'est absolument fondamental de l'avoir sous l'angle et le prisme de la santé humaine et de l'environnement. Et pas juste des facilities au sens large, c'est-à-dire de repenser l'empreinte santé d'un territoire dans ses infrastructures. Merci, merci Armelle. J'ai une première question qui a été posée évidemment sur la partie financière. Donc je vous l'adresse à tous les deux pour voir quelle est votre orientation par rapport à cela. Comment est-ce que les pays africains parviennent à financer cette mise en action de politiques publiques liées à cette connaissance de santé environnementale? Est-ce qu'Armelle…
Oui, effectivement, en fait, ça a été l'une des grands axes de recommandation de la dernière meeting santé-environnement à Libreville en 2018. La question, effectivement, d'aller interpeller des financements innovants. Justement, ça sera aussi l'objet de ma deuxième intervention, enfin, ma recommandation, on va dire, ou invitation, c'est de commencer à travailler en parallèle aussi bien sur le renforcement des capacités des acteurs des territoires, des acteurs institutionnels, des élus, des collectivités, pour mieux prendre en compte ces problématiques et qu'ils arrivent à mesurer en termes de coût l'impact de la pollution et en termes de coût l'impact en termes d'évaluation, d'évolution des politiques publiques. Si je reprends l'exemple de la ville d'Accra au Ghana, qui ont fait ce travail dans le contexte de la campagne Breath Life, donc une campagne d'initiative de santé urbaine, sur Accra, il y a à peu près 40 000 morts par an dû uniquement à la pollution atmosphérique de l'air. Et donc, le maire d'Accra a pris la décision, effectivement, d'engager l'ensemble des acteurs pour qu'ils puissent tous ensemble réévaluer les politiques publiques et permettre aux opérateurs, quels qu'ils soient, de pouvoir faire évoluer leurs pratiques du point de vue de la pollution chimique. Donc, c'est vraiment le financement, il vient non seulement on va dire des bailleurs ou des financeurs, mais aussi de la capacité à gérer autrement les financements de développement intersectoriels. Donc, c'est aussi une réduction, quelque part, des coûts de santé qui va être due à une optimisation des financements intersectoriels pour le développement des infrastructures. Il a deux natures complémentaires et qui sont indissociables normalement. Merci, merci Arbel. J'ai une question maintenant que je voudrais poser à Renaud sur le changement climatique et l'impact. Dans quelle mesure ce changement climatique impacte, je dirais, cette question de santé environnementale, notamment liée aux activités humaines? Est-ce que les activités humaines sont absolument prépondérantes? En fait, le changement climatique est une activité liée aux activités humaines, mais on va le prendre à part et on va s'apercevoir que le changement climatique a énormément de conséquences et forcément influe sur la transmission des maladies. J'ai parlé des maladies à transmission vectorielle. On voit très bien que pour que la transmission se fasse, il faut des conditions climatiques particulières. Donc, à certains endroits, les conditions sont idéales et vont être moins idéales, donc il va y avoir finalement moins de transmission, et à d'autres, il y en aura plus. Finalement, c'est quelque chose qui s'équilibre plus ou moins. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les exemples que j'ai pris, pour alimenter la discussion, on voit bien que c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus vaste que ça, la gestion de notre environnement. Les boîtes de conserve autour de chez nous sont des éléments favorisant les épidémies de dengue et de chikungunya à La Réunion. Le commerce des pneus est un élément majeur de la diffusion de ce type d'épidémie. La gestion de la ville, la manière dont l'approvisionnement en eau se fait joue un rôle essentiel dans la survenue d'épidémies de choléra. La gestion des troupes, des soldats, etc., on sait maintenant que ce sont des vecteurs et pas seulement du choléra. On a eu des problèmes autour du sida et autour d'autres maladies. En fait, chaque fois que l'homme intervient sur son environnement, il va créer les conditions de transmission de certains pathogènes et puis peut-être fermer la fenêtre à d'autres et réduire un certain nombre de la diversité, par exemple, microbienne, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très complexe et que je pense, c'est un peu ma manière, en présentant ça, de décliner ce concept de One Health, une santé globale, qui montre que finalement la santé est le fruit de beaucoup plus que simplement une politique de santé et un accès aux soins. Qu'est-ce que vous appelez le One Health? Parce que ça, c'est un concept qui a commencé à être décliné. On commence à le lire un petit peu dans la presse maintenant. De quoi s'agit-il? Je vais répondre et puis je vais laisser Armelle parce qu'elle n'aura pas la même réponse que moi, je pense. Justement, c'est intéressant. Donc pour moi, One Health, c'est l'idée, parce que je le vois à travers le prisme de spécialiste des maladies infectieuses, l'idée que la transmission des maladies se fait dans un système, un écosystème, c'est-à-dire que le fait que j'attrape telle ou telle maladie
est le lien et le résultat d'une interaction avec un système beaucoup plus complexe où il va y avoir effectivement d'autres êtres vivants, énormément, des animaux, des végétaux. On peut considérer par exemple que le traitement par des fongicides dans l'industrie des fleurs en Hollande nous pose des problèmes parce qu'on voit apparaître des maladies qui sont liées à des moisissures, qui s'appellent des aspergilloses, et on voit apparaître des aspergillus résistants au traitement. Donc pour moi, One Health, c'est le fait que ces maladies, finalement, sont le fruit d'interactions entre différents êtres vivants dans un ensemble qu'on va appeler un écosystème, et que chaque modification de cet écosystème va modifier la transmission des maladies, et qu'il faut considérer la santé comme étant l'une des composantes, finalement. On a la santé des populations, mais on peut maintenant parler de santé des territoires. Et la pollution, évidemment, est une maladie des territoires, à mon sens. Armelle? Renaud, je vais faire très court. Moi, pour illustrer le One Health, je vais prendre la question qui est majeure et mondiale, qui est dans l'antibiorésistance. L'antibiorésistance est un exemple absolument parfait qui va croiser et qui va adresser aussi bien la santé humaine que la santé animale et que la santé végétale. C'est-à-dire qu'en fait, on a dans le cycle de l'eau, alors je suis désolée, ça va peut-être un peu déranger, mais c'est la réalité. On peut avoir effectivement, on peut retrouver des résidus de médicaments. Donc on est tous, quand on a effectivement, on ne remet pas du tout en cause ni en question le bénéfice-risque d'un traitement dans une pathologie, mais par exemple une infection, on a un certain nombre de médicaments, notamment d'antibiotiques. Et donc, en fait, si on ne parle que des antibiotiques, parce qu'on pourrait parler d'autres molécules, donc les antibiotiques vont effectivement être ingérés pour soigner une infection, que ce soit une pneumonie, une infection XY. Et effectivement, après, dans le cycle du médicament, donc les médicaments non utilisés ou la fraction va repartir dans les urines ou dans les selles, et donc repartir dans le cycle des eaux usées, qui vont, eux, passer dans la partie des stations de traitement des eaux usées, qui vont éliminer une quantité significative de ces antibiotiques, mais qu'on peut retrouver, hélas, un petit peu dans le cycle de l'eau. Et donc, même à des concentrations faibles, ces résidus d'antibiotiques, si on ne parle que d'eux, vont circuler dans le cycle de l'eau, qui sont les fleuves, les nappes, les rivières. Et donc, en fait, avoir une pression de sélection sur un certain nombre de pathogènes. Mais ça peut aussi se passer dans un cycle un petit peu plus large. Donc, en fait, l'ensemble du cycle dans lequel le vivant, que ce soit l'humain, l'animal ou le végétal, sont plongés, qui sont l'air, l'eau, les sites et les sols, tout est absolument imbriqué. Et ce qui va pouvoir être à un moment donné une solution pour traiter une pathologie va pouvoir devenir à un autre moment du cycle ou du lieu une pression de sélection qui va faire que les bactéries vont devenir résistantes à ces antibiotiques. Et quand on va vouloir traiter une pathologie par rapport à cette fameuse bactérie ou d'autres, parce qu'un certain nombre de larges spectres de pathogènes vont pouvoir devenir résistants à ces antibiotiques ou à ces molécules. Quand on va devoir se soigner contre ces types d'infections, les antibiotiques qu'on aura connus ne seront plus efficaces. Donc, on parle de l'antibiorésistance. Et de la même façon, l'ensemble des polluants chimiques dans le cycle de l'eau vont avoir une pression de sélection sur d'autres pathologies. Donc, quand on parle de One Health, c'est vraiment le vivant au sens large, sous pression de la pollution de l'environnement, mais en amont, souvent, sous la pression de la pollution chimique qui va fragiliser les organismes à se défendre vis-à-vis de ces pathogènes. Donc, la pollution chimique et les pathogènes sont vraiment intimement, on va dire, imbriqués. Alors voilà qui a fait réagir Renaud. Renaud, un commentaire sur ce sujet. Toujours sur cet exemple antibiorésistance, One Health, et simplement rappeler que dans les pratiques vétérinaires, l'usage des antibiotiques pour non pas traiter des maladies, mais accélérer la croissance et la quantité de viande produite, et pas que des antibiotiques, aussi des stéroïdes. Donc, cette pratique est plus ou moins interdite selon les pays, mais elle intervient de manière très forte dans la genèse d'une antibiorésistance. Et donc, là encore, on voit que finalement, un certain nombre de molécules vont être utilisées et circuler dans un environnement et avoir des conséquences sanitaires. C'est ça aussi, One Health. Patrice, juste une toute petite, pour changer de sujet de l'antibiorésistance, un des premiers papiers sur ces sujets, 2007 à Londres, où effectivement un papier qui sort et qui cite le coût caché de la fertilité flexible.
En anglais, c'était Hidden Cost of Flexible Fertility. Et en fait, c'était juste pour montrer comment les acteurs, les traiteurs d'eau sur la ville de Londres avaient commencé à évaluer l'impact œstrogène des œstrogènes qui sont utilisés par les femmes pour la contraception, hein, et donc effectivement qui repassent dans le cycle de l'eau au niveau des eaux usées, et que les usines à un moment donné n'arrivaient pas non plus, parce que ce sont des très faibles doses, et les usines de traitement d'assainissement ne sont pas toutes designées pour arriver à adresser et à éliminer ces faibles doses. Et donc, en fait, on peut être amené à retrouver des molécules d'œstrogène, ou en gros des équivalents de contraception, hein, dans les eaux. Et donc, même à des très faibles doses, on voit que ça fait un impact. Les premiers impacts, c'était la féminisation des poissons, 2007. Et en fait, ils sont arrivés à identifier la concentration à laquelle il faudrait que les usines puissent se permettre d'éliminer ces molécules pour qu'il n'y ait plus d'activité œstrogène dans l'eau. Et on était, à l'époque, en 2007, il fallait arriver à un équivalent œstrogène à 7 nanogrammes par litre, c'est-à-dire du 10-9. Donc, c'est des concentrations auxquelles on sait que ces molécules-là ont un impact sur le vivant, que ce soit les poissons, que bien sûr que ce soit l'humain. Aujourd'hui, on a des problèmes de fertilité ou de l'appareil reproducteur. On peut voir des pubertés précoces chez des enfants de 7-8 ans. On a, voilà, enfin bon, on ne rentre pas dans le détail, parce que là, on est resté que sur les contours de la problématique. Si on veut rentrer dans les chiffres, il y a beaucoup de chiffres. Et pour faire un dernier détail, en 2016, à l'Institut Pasteur, il y avait un des grands congrès sur les perturbateurs endocriniens qui réunissait le CDC, le NIH, les grands acteurs au niveau international. Leonardo Trasande, qui est un épidémiologiste à l'Université de médecine de New York, avait fait l'estimation en coût monétaire de l'impact des perturbateurs endocriniens, donc ces fameuses molécules qu'on trouve un peu partout à faible dose. Et en 2016, on était à un coût, on parle des pathologies de santé, on était à 157 milliards d'euros par an pour l'Europe. Et on ne prenait en compte que 5% des perturbateurs endocriniens connus. Il avait rapporté le coût par rapport à des pathologies, obésité, neurodéveloppement, voilà, le problème effectivement de reproduction ou de fertilité. Et puis il avait mis ça aussi en regard de certaines molécules. On avait des pesticides, du bisphénol, et on n'avait que 5% des molécules prises en compte. On était sur du 394 milliards de dollars par an pour les États-Unis. Donc la santé-environnement, c'est ces chiffres-là, en considérant que les chiffres que je donne sont très, très, très largement sous-estimés. J'ai une question. C'est des chiffres, quoi. Ouais. J'ai une question de Malik Diouf que je vais restituer pour vous deux. Je pense que Renaud pourra commencer. Ne devrons-nous pas mettre cette santé communautaire au centre des politiques de santé? Parce que si je prends l'exemple de mon pays, le Sénégal, cite Malik Diouf, nous privilégions de plus en plus l'approche communautaire pour l'implication des populations dans les programmes de santé. Renaud, pour commencer. La réponse est oui. On devrait le faire. Et je vais aller un peu plus loin. Je vais dire pourquoi on ne le fait pas. Oui. Quel est le problème? Il est à deux niveaux, enfin pour l'instant, parce que j'essaie de le lancer et je vois des obstacles. Le premier obstacle est dans la fonction du médecin ou même de l'infirmier libéral qui n'a pas ça dans sa fonction, alors que quand on travaille en Afrique, au Sénégal, dans plein d'autres pays africains, quand on travaille en Haïti aussi, beaucoup en Afrique, on voit que dans la fonction du médecin, il y a, quand il est sur un poste de santé ou de l'infirmier, souvent c'est un infirmier, il a une vraie fonction d'éducation communautaire et de gestion de la santé au niveau de la communauté. Nos médecins n'ont pas cette fonction, ne se l'approprient pas ou se l'approprient difficilement. Dans le développement de Covisan, on a pu avancer dans certains quartiers de Paris parce qu'il y avait des communautés professionnelles de territoire de santé. Donc, c'est déjà un premier pas pour se dire on travaille ensemble et on est sur un territoire et on essaye de faire de la santé publique, mais dans certains quartiers extrêmement difficiles, par exemple le 16e arrondissement parisien, c'est juste inconcevable. Le médecin ne se conçoit pas à travailler avec ses collègues pour développer des thématiques de santé communautaire. Et le deuxième obstacle, il est situé en haut, au niveau de notre haute fonction publique, qui, elle aussi, n'a absolument pas cette culture, y compris
dans notre ministère de la Santé cette culture de santé communautaire et en fait de mise en œuvre par un pays d'une politique de santé au niveau de la communauté. On s'occupe des hôpitaux, on négocie quelque chose avec les professionnels de santé, par exemple le prix de tel ou tel acte, mais il n'y a pas de... Et on organise éventuellement certaines campagnes de dépistage un petit peu et de sensibilisation par des spots à la télé ou à la radio, mais il n'y a pas de mise en place de programmes sur le terrain, comme on a les journées de vaccination dans certains pays, comme on a les journées de ci, etc. Enfin, ça reste très limité à des cercles professionnels, alors que dans les pays qui font de la santé communautaire, c'est beaucoup plus vaste. Et là, on a donc une haute fonction publique qui n'est absolument pas capable de mettre en œuvre des projets comme par exemple des projets sur l'épidémie de Covid, de limitation de la propagation au niveau de la population. Comme ils ne sont pas capables de le faire, ils rejettent et ils reviennent sur leur mode de fonctionnement. Par exemple, quand il s'est agi de dire il faut faire tester, tracer, isoler, ça s'est passé de la manière suivante. C'est une agence qui a été l'assurance maladie a dit je peux faire. Et comment ils ont procédé? Ils ont négocié avec les corporations, les médecins, le prix d'une prestation qui est de dire aux médecins, ben vous allez expliquer, vous allez faire donc de la santé communautaire, ce sera payé 30 € de plus dans votre consultation. Et puis on s'est aperçu que ça ne s'est pas mis en œuvre en réalité et on est passé à autre chose. Et puis il a été question de faire des visites à domicile, à nouveau, négociation avec une corporation, les infirmiers libéraux, et le prix d'un acte, 23 € pour aller faire une visite à domicile, mais sans que l'esprit même de la santé communautaire soit derrière ça. Et on est finalement prisonnier de nos mécanismes et de notre manière de gérer. Et c'est pour ça qu'on est en grande difficulté actuellement sur l'épidémie de Covid. Armel, avant que vous sautiez sur la question pour vous donner votre avis, je voudrais compléter ça par Denis Daumal qui nous pose une question que je trouve tout à fait pertinente, si vous me le permettez. C'est: s'agit-il d'une exception française? Cette santé communautaire, est-ce qu'elle est pratiquée dans d'autres pays développés? Et si vous avez une indication desquels, sur quel niveau de résultat? Alors, malheureusement, je suis ignorant de ça. En fait, j'ai vu quand même quelque chose. Oui, j'ai vu des choses quand même faites en Autriche avec des équipes mobiles et des choses comme ça. Mais c'est vrai que je n'ai jamais eu à intervenir sur des épidémies dans des pays développés. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Et donc, ce que je voyais, ce que je connaissais, les habitudes, le fait de faire une cellule de crise et que participent différentes organisations humanitaires et pas seulement gouvernementales, je ne l'ai pas vu ici en France et je n'ai jamais pu travailler sur la santé communautaire en Angleterre. Parole à... Je ne sais pas, il y a un petit problème de son. Je ne vous entends pas bien. Vous êtes toujours là? Ah si, c'est bon. Du coup, allez-y. Donc, pour revenir à la question sur ces enjeux de santé communautaire, je pense qu'on pourrait résumer les choses assez simplement. Ce que moi, je peux me permettre de dire, c'est que je pense qu'on est arrivé depuis, on va dire, une petite dizaine, voire quinzaine d'années, à une société qui fonctionne sur le zéro risque, en fait. Et le zéro risque nous a... Enfin, en gros, c'est quelque part faire en sorte que la population ne soit plus exposée à aucun risque. Le risque, c'est toujours une question d'acceptabilité. Notamment, moi j'ai beaucoup travaillé sur le risque cancérogène, notamment sur les polluants chimiques dans l'eau. C'est toujours une question d'acceptabilité. On accepte parce que le risque zéro n'existe pas. Mais ça, c'est aussi une question sociétale et c'est une question aussi qu'il faut poser parce que comme le risque zéro n'existe pas, où est-ce qu'on met le curseur? Et en tout cas, ce qui est comme assez précis, effectivement, c'est qu'on se rend compte que pour vraiment compléter sur ce point, c'est-à-dire que pour compléter ce que dit Renaud, on est arrivé à quelque part compartimenter la santé, cloisonner les actes de santé les uns des autres et surtout traiter au sens du médicament, c'est-à-dire
Et même quelque part, l'acte clinique, c'est beaucoup, peut-être, c'est pas mon métier, je ne me permettrai pas mais quelque part, la prise en compte holistique de la personne, de sa réalité, de sa vie, s'est déplacée sur l'acte, on va dire, de l'examen, de l'imagerie, de l'examen biologique. Et quelque part, on est arrivé sur peut-être une santé qui prend en compte le traitement d'un organe plutôt que de façon plus holistique la personne. Donc, quelque part, la santé communautaire apporte cet élément absolument déterminant de la prise en compte d'un organisme ou d'un individu dans son environnement de vie, qu'il soit professionnel, que ce soit son habitat, que ce soit ses conditions. Et c'est des définitions de la santé de l'OMS, de façon beaucoup plus globale. Pour répondre à une autre question sur dans quel contexte ce genre de situation peut apporter, dans quel pays, j'ai travaillé sur différents projets, notamment avec la Suède. Si on parle de comment on peut prendre en compte, quels sont les types de politiques publiques, et il y en a de nombreuses qui peuvent concourir à améliorer ces enjeux. Par exemple, la Suède a décidé de faire un travail pour évaluer l'impact des médicaments dans le cycle de l'eau et de prendre en compte ces connaissances, et ils font ça depuis plus de 10 ans, pour même accompagner les médecins dans leur capacité à prescrire des médicaments. C'est-à-dire que le premier critère, ça va être l'efficacité de la molécule. Le deuxième critère, ça va être son impact environnemental et sanitaire sur l'ensemble du cycle de vie du médicament, pas simplement le fait de le prendre quand on se soigne, parce que c'est absolument déterminant, mais s'il existe d'autres molécules qui ont la même efficacité, mais qui peuvent avoir moins d'impact sur l'environnement, ils prennent cette décision de faire le choix d'eux. Donc, la Suède a engagé toute cette démarche de politique publique qui prend l'ensemble, c'est important de prendre l'ensemble du cycle, quelque part, qu'on parle d'un polluant chimique, qu'on parle d'un médicament, qu'on parle d'un phyto, il faut prendre vraiment du design jusque le devenir, en fait. Parce que cet environnement dans lequel on vit est clos, au sens de l'environnement, et même si on a l'impression que les distances sont là et que tout est dilué, rien n'est vraiment dilué, rien ne se crée, tout se transforme. Mais effectivement, c'est le vivant qui est à l'intérieur de cet écosystème, c'est le vivant qui est homme, animal, végétal. Et quand on voit l'impact, on parle de l'homme et de l'animal, mais quand on voit aujourd'hui l'impact de la pollution chimique sur le végétal, j'ai en l'occurrence ma nièce qui fait un PhD sur l'impact du carbone de l'impact carbone au sens climat, mais l'impact carbone au sens de la pollution, parce que les polluants chimiques sont à base carbonée pour la plupart, et ils viennent aussi interférer sur la biologie du végétal. Donc, tous les écosystèmes sont impactés par la pollution chimique. Voilà. J'ai une question à nouveau, j'ai une question de Cyril Ottenheimer que je vais vous lire, qui est un petit peu longue, mais elle mérite une vraie réponse. Le lien de cause à effet, réchauffement climatique, émergence de ces maladies pathogènes semble maintenant bien établi dans le milieu scientifique. Les jeunes générations semblent également de plus en plus attentives à ces problèmes environnementaux, et pour certains, il y a un vrai décalage avec le milieu politique. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire prendre conscience aux décideurs de l'urgence d'investir dans la prévention, et notamment en Afrique, plutôt que de subir les effets de ces paludismes, je dirais même ces paludismes parfois à répétition. Ouais. Armelle. Non, mais je pense que, vous allez peut-être me trouver un peu, mais c'est comme ça, c'est ma nature. Ces sujets de la pollution chimique et de l'impact sur le vivant, pour moi, sont aussi importants que l'impact du changement climatique. C'est-à-dire que c'est vraiment la même chose. Et l'impact du changement climatique ne va faire qu'amplifier ces problématiques de pollution qui, elles, sont le terrain de vulnérabilité qui seront la porte ouverte aux pathogènes. C'est-à-dire que dès qu'on a une pression chimique de l'environnement sur le vivant, et quand je parle de vivant, je parle pas que de la santé humaine, je parle de la santé animale, végétale, et donc va fragiliser les organismes, et on l'a vu dans la slide que j'ai présentée, comment agissent les faibles doses. Les faibles doses vont venir pendant le développement de la phase fétale, on va dire l'OMS parle des 1000 jours, la fenêtre des 1000 jours, entre la conception et les 3 années pour l'humain, mais bon. Et donc, en fait, ça va venir, la pollution chimique va venir dépléter. Quand on dit dépléter, ça veut dire amenuiser ou réduire ou perturber le fonctionnement des organes des glandes, thyroïde, système immunitaire, appareil de la reproduction, le pancréas, le thymus, réguler le développement de tous les bodysystèmes de l'organisme. Et donc, et comme le disait Renaud, c'est absolument important de voir aussi que le système immunitaire est extrêmement vulnérable aux pollutions chimiques. De la même façon, le système immunitaire et le système hormonal fonctionnent quasiment
sur les mêmes principes au sens des très faibles doses. Le corps humain, le vivant, est fait de cette façon qu'il fait de façon efficiente avec le minimum de concentration. Les hormones vont fonctionner dans le corps humain, et notamment du fœtus et toute la vie, à des concentrations infinitésimales. Mais les polluants auxquels on est exposé vont venir les croiser et vont venir rentrer en compétition avec ces hormones naturelles parce que justement elles sont aux mêmes concentrations. Donc les impacts du changement climatique ne vont faire qu'amplifier parce que ça va, quand on parle des ressources en eau, des pollutions, de stress hydrique, ça va concentrer les polluants. La concentration des polluants va faire de l'eutrophisation, ça veut dire que ça va développer les algues, qui va réduire l'oxygène dans les masses d'eau. Donc, tout est intimement lié. Donc, c'est pour ça, effectivement, que cette question est fondamentale. Il faut vraiment intégrer les déterminants environnementaux de la santé dans l'ensemble des politiques publiques. L'OMS a fait un travail colossal avec un tutoriel qui commence dans certains pays. Health in All Policies, c'est un tutoriel qui permet à l'ensemble des acteurs des différents secteurs, des différents secteurs de l'économie ou de l'activité d'un pays, de commencer à pouvoir rentrer intégrer les déterminants et réviser, réévaluer. Et c'est un travail effectivement qui appelle, je vois que Richard Balm est là et donc il est bien placé parce voilà, c'est un sujet majeur où il est important effectivement maintenant de pouvoir, c'est pour ça que c'est la slide, d'ailleurs je pourrais peut-être me permettre de partager la dernière slide, Patrice, si ça ne… On va peut-être laisser Armelle, si vous le voulez bien, on va laisser Renaud réagir aussi sur cette question, avant de repasser ensuite à une autre question qu'a posée Richard Balm et qui, je pense, est particulièrement intéressante. Renaud. Oui, je ne me souviens plus exactement de l'intitulé de la question, mais il posait aussi, en dehors du réchauffement climatique, la problématique d'agir en amont, d'agir à la source. Comment faire prendre conscience aux décideurs de cette urgence d'investir dans la prévention, donc bien sûr en amont, voilà, plutôt que de subir les effets de la pandémie ou des pandémies. Alors je voulais juste, avec un seul exemple, vous montrer combien on est encore très loin de ça. L'exemple, c'est ce qui nous arrive maintenant, là. On est dans une situation où, depuis le début du mois de janvier, tous les épidémiologistes, tous les modélisateurs ont compris, avec les éléments que nos collègues anglais nous ont fait passer, que nous allions avoir un changement de souche et que ce changement de souche dans l'épidémie de Covid allait provoquer une très importante augmentation du nombre de cas de Covid en France fin février, ça commencera fin février, début mars, c'est-à-dire maintenant, aujourd'hui. Cette chose-là a été très clairement expliquée, très clairement montrée sur des modèles et a été présentée directement à tous les décideurs, sauf peut-être Macron, je ne sais pas, mais je sais qu'à titre personnel, j'ai pu en parler directement au Premier ministre. Donc, ils ont ça sous les yeux, ils le savent. Et puis, on s'aperçoit, alors dans ces cas-là, effectivement, la logique est de se donner une marge de manœuvre. C'est ce que ont fait les Danois, ce qu'ont fait les Allemands, c'est-à-dire ils ont appuyé à fond sur le frein, fermé les écoles, etc., pour limiter la propagation de manière à ce qu'au moment où les variants seront dominants, ils partent d'un niveau suffisamment bas pour que les hôpitaux puissent gérer. Là, ça n'a pas été fait parce que soit les politiques, soit la population n'étaient considérées comme pas prêtes à accepter une mesure expliquée sur quelque chose qui allait se passer dans quelques semaines. Il fallait qu'on soit au pied du mur pour voir le mur. Et malgré, là, il y avait quand même un consensus de scientifiques. Le conseil scientifique, évidemment, prenait ça. Il y avait une légitimité à le dire, il y avait tous les éléments pour le prévoir, et tout s'est passé au jour près, pratiquement, comme on l'a indiqué, avec ce remplacement de souche, et derrière ce remplacement de souche, cette accélération de l'épidémie. Eh bien, il n'a pas été possible de construire une politique simplement qui prévoit à 5 ou 6 semaines, c'est-à-dire dire on confine au mois de janvier et puis on ressort très doucement de ce confinement au cours de février avec un niveau de transmission bas qui nous permet à la fois de mieux gérer la problématique des variants,
de mieux tracer autour des cas, puisqu'il y a moins de cas, et s'il y a des difficultés, au moins d'avoir des hôpitaux qui soient capables de faire face. Vous voyez, sur quelque chose d'aussi clair, d'aussi limpide, d'aussi étayé que ça, on ne peut même pas prendre 4 ou 5 semaines d'avance sur le problème et sur la crise. Donc, on a un énorme travail à faire pour que, effectivement, des décisions soient prises aujourd'hui qui influent sur la santé des générations dans 25 ou 50 ans. Et ça, sans esprit polémique, hein, c'est juste factuel pour montrer un exemple de difficulté à agir de manière préventive, même quand la prévention, là, est à quelques semaines. Alors, j'ai une question très précise de Richard Balm, qui est aussi membre de ressources d'ailleurs. Bonjour Richard. Une question sur les perturbateurs endocriniens. Est-ce que, on a compris que leur effet est intergénérationnel, mais est-ce qu'on sait sur combien de générations? Est-ce qu'un sujet impacté lors de sa vie embryonnaire le transmet à ses descendants? Oui. On pourra continuer à parler plus en détail, Richard, à un autre moment, mais oui, effectivement. Donc déjà, c'est des études chez l'animal, notamment avec le diethylbène ou d'autres molécules qui mettent en évidence des effets transgénérationnels jusqu'à 3 ou 4 générations chez l'animal. On a aujourd'hui chez l'homme des effets observables sur 3 générations. C'est-à-dire, par exemple, le diethylbène, c'est un médicament qui était donné aux femmes pour éviter le risque de fausse couche. Et donc, c'est un médicament sur lequel on a aujourd'hui des effets qui sont identifiés comme tératogènes ou des effets sur des pathologies hormonodépendantes, ça veut dire des problèmes de fertilité, des cancers très précoces de l'appareil reproducteur chez la femme, jusqu'à 2 générations pour l'instant. Enfin, je ne veux pas faire d'erreur, je n'ai peut-être pas revu cette littérature depuis. Mais en tout cas, au minimum, jusqu'à 2 générations après. Ça veut dire une maman, sa fille et sa petite-fille. Des petits-enfants, comment peuvent avoir des effets… Quand on a une bonne lecture de l'exposition. Et je rebondis sur ce point précis, ce que tu dis aussi, Renaud, c'est-à-dire que c'est… donc, pour revenir sur les effets transgénérationnels des perturbateurs endocriniens, pour ceux qui sont les plus connus, et c'est pour ça que je viens sur ce point, l'important, c'est les registres de suivi et des expositions, parce que c'est difficile de relier un événement de santé à une cause quand on n'a pas le suivi complet des expositions. Et c'est aussi pour ça, je pourrais peut-être le mettre en ligne après, sur une revue qui s'appelle Terrestre sur le web. Il y a un article assez intéressant qui remonte du mois d'avril de cette année 2020 et qui précisait qu'effectivement, on était dans non seulement une fragilité, mais une déficience quelque part des registres, notamment des registres de cancer, parce que tous les départements, alors je parle de la France, mais il y a des pays où c'est très déployé, d'autres où ça l'est pas du tout, mais des registres de cancer pour arriver à suivre les cancers et surtout arriver à suivre ce qui pourrait expliquer leur survenue ou leur genèse. Et souvent, c'est très important et on va avoir le suivi d'exposition, notamment en milieu professionnel, mais on rattache rarement l'exposition dans les enfants, enfin voilà, pour l'enfant. Il y a des grosses études épidémiaux, dont une qui est sur le web qui s'appelle Health, Health comme l'enfant, hein, Health, et qui prend en compte, je ne sais pas, je crois qu'il y a 20 ou 30 000 enfants qui ont été pris en suivi au sens de l'exposition, de ce à quoi la maman et le papa ont été exposés, que ce soit avant la naissance, pendant la phase fœtale et tout au long de la vie des 20 ans, pour essayer de lier des outcomes, des effets secondaires, des effets sanitaires, des pathologies à des expositions. La problématique des expositions au milieu professionnel est majeure. Il y a certaines pathologies, on sait qu'elles ont une signature spécifique. Les sarcomes hépatiques ont une signature de monochlorure de vinyle, par exemple. Donc, il y a des molécules ont des signatures absolument spécifiques. Donc, l'importance des registres, l'importance de la santé publique au sens prévention, santé communautaire, c'est ça en fait. Hein, c'est la prévention en termes de santé environnementale comme approche primaire de santé publique. Mais je pourrais en parler très longtemps, donc désolée. Merci Armelle. J'ai une question adressée directement d'ailleurs au professeur Renaud Piarou, que je cite. Donc Raoul Tudjo pose la question. Bonjour Renaud, ne faut-il pas voir dans l'absence d'un système de santé communautaire en France la puissance des lobbies pharmaceutiques et médicaux qui ne voient la santé que sous le prisme du médicament, et ceci sans polémique, simplement en réponse? Alors, c'est plus profond que ça encore.
je pense. C'est-à-dire que je suppose effectivement que des lobbies interviennent autour des décisions, on en parle souvent, etc. Ouais. Mais je m'aperçois que c'est beaucoup plus profond dès lors qu'on propose quelque chose, dès lors qu'on construit quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Dans une autre vie, je fais aussi de la programmation informatique, de l'intelligence artificielle, et j'ai développé d'abord à Marseille, puis maintenant avec Sorbonne Université, un système d'identification des pathogènes fongiques, des champignons pathogènes, c'est-à-dire c'est plutôt des moisissures, des levures de type candida, etc. Il y a des milliers et c'est compliqué à identifier, donc ce système fonctionne très bien. Je cherche à avoir une thèse sur le sujet. Je réponds à un appel d'offres de la région, One Health en plus, donc, associant One Health intelligence artificielle. Ça rentre très bien, le projet est classé premier, mais il faut une entreprise parce que sinon, on n'a pas le financement. Donc, on est obligé d'aller vers une commercialisation du système, alors que ce système, si la principale valeur ajoutée de ce système, c'est qu'il améliore le diagnostic des infections fongiques, en particulier à l'hôpital. Beaucoup d'infections opportunistes sont liées à des champignons, sont difficiles à diagnostiquer. Gagner du temps pour le faire serait une justification. Il n'y a pas besoin de choses en plus pour que ce soit hyper rentable de travailler là-dessus. Eh bien, il faut aller avec une entreprise privée, quitte à limiter la propagation du système, et il va falloir, on a réussi à maintenir gratuit son usage de l'application, il y a des centaines de laboratoires qui l'utilisent, mais maintenant, on sera peut-être obligé de faire quelque chose de payant et de rentrer dans un système commercial. C'est beaucoup plus fort que simplement des lobbies, c'est le système complet qui fait qu'on ne conçoit maintenant quelque chose, on ne construit quelque chose, non pas pour de la santé publique, parce que là, l'évidence est que la santé publique bénéficierait de ce type d'outils, mais pour créer des emplois et rentrer dans une logique commerciale. Ouais, je reviens, mais je suis complètement d'accord, Renaud. Je mettrai un petit exemple complémentaire qui arrive à la même conclusion. Ça remonte à peu près 2017. En fait, le président Macron avait souhaité pouvoir monter, au sens de la France, mais au niveau européen, une plateforme pour permettre d'évaluer les effets des perturbateurs endocriniens sur un certain nombre de molécules. Et donc, il y avait quelques fédérations représentant de l'industrie, hein, on va dire cosmétiques, médicaments, enfin, on va dire large. Et puis, en tant que représentant de la Fédération des acteurs de l'eau, j'étais présente. Et effectivement, la démarche des acteurs, des représentants des industries, je parle de la chimie au sens large, souhaitait que ne soient testées les molécules qu'une par une. Ça veut dire un principe actif, une molécule, voilà, je sais pas, une crème, une peinture, un plastique de perf hospitalière. Et en tant que représentant de la Fédération des acteurs de l'eau, mon rôle était vraiment de soutenir le fait que il ne faut pas simplement prendre en compte les substances quand on les met sur le marché, il faut prendre en compte les substances dans l'ensemble de leur cycle de vie et de leur devenir, parce qu'on demande à un traiteur d'eau de produire une eau sans risque pour assurer le code de la santé publique. Donc, une eau sans risque, ça veut dire à partir du moment où on est sachant et qu'on a les outils qui nous permettent d'évaluer les profils toxicologiques des polluants, on ne peut pas considérer que… Voilà, donc il faut faire l'ensemble des actions de traitement pour réduire ce risque. Et du coup, en présence, ma position était de dire non, on ne peut pas traiter, de considérer les effets perturbateurs endocriniens des molécules une par une, mais de prendre l'ensemble des effets cocktails globaux des molécules qu'on retrouve dans le cycle de l'eau. Et ça avait été un point important qui avait été accepté. Donc, voilà. Mais pour autant, pour conclure et revenir sur ce que tu dis, Renaud, effectivement, une force, entre guillemets, voilà, très importante de l'ensemble de ces fédérations pour freiner ces démarches. Parce que, et pourtant, il va falloir effectivement que le bien public, au sens de la santé publique, en termes de curseur, redevienne comme une évidence prioritaire.
Voilà qui est clair. J'ai une question. Nous sommes maintenant à un peu moins de 15 minutes de la clôture de notre webinaire. Donc, je vais vous poser une question sur, j'allais dire, l'aspect un peu positif maintenant des choses. Comment est-ce que et quel type de mesures est-ce que vous recommanderiez pour créer un environnement qui soit, j'allais dire, plus sain dans ces villes qui sont souvent très polluées? On a parlé de défaut de réseau d'assainissement. Il y a carrément un continent pour lequel l'assainissement est totalement absent, c'est bien évidemment le continent africain. Et ça n'est pas qu'un pays ni des dizaines, c'est plusieurs dizaines de pays, donc 50, plus de 50. Aujourd'hui, comment est-ce que vous verriez les recommandations premières que vous feriez pour essayer d'assainir ou de rendre plus sain cet environnement? On va commencer peut-être avec vous, Renaud. Alors, Armel aura beaucoup d'éléments de réponse. Ce sera peut-être, les miens seront peut-être un peu plus ciblés, un peu plus anecdotiques. Illustratif. Peut-être. En tout cas, je pense qu'il faut encourager le diagnostic de ces problèmes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse facilement développer une recherche et une expertise. Il y en a beaucoup, mais en fait, il faudrait presque la développer pour chaque territoire. Et pas simplement avoir une recherche globale avec quelques exemples à certains endroits. Il faudrait que sur chaque territoire, on puisse développer ce type d'analyse de la situation, une analyse alors holistique, effectivement, qui permette de produire un état des lieux, une connaissance du problème. Ça me paraît être quelque chose d'important, à la fois, je sais pas, par exemple, on est en région Île-de-France, quelle connaissance on a du problème et comment on peut la développer. Il y aurait du travail pour des centaines de spécialistes, je ne veux pas dire experts, je ne veux pas dire chercheurs, mais de spécialistes qui pourraient envisager les différents aspects du problème. Et c'est vrai que d'un point de vue commercial, ce sont des activités qui, au premier abord, ne vont pas rapporter immédiatement quelque chose. Donc, il faut vraiment que ce soit porté par des financements publics et par des financements publics qui peuvent être aussi d'ailleurs locaux. Voilà, c'est peut-être moi la première suggestion, et je sais qu'Armel est beaucoup plus sur ce type de problématique. Donc, moi, je suis sur du diagnostic finalement, du diagnostic de territoire ou du diagnostic chez les patients. Ça a toujours été mon approche, c'est déjà de diagnostiquer un certain nombre de problèmes et de les analyser. Armel, de votre côté. Alors, j'essaie justement de reprendre la main pour vous présenter. Ah voilà, vous avez le partage d'écran? Oui? D'accord. Non, pour faire, j'ai vu quelques éléments de questions qui étaient postés dans l'échange. Donc, j'aurai 2 slides en fait qui vont soutenir un peu l'échange. Donc, en fait, pour des éléments positifs. Donc, comme je le disais, depuis 2008, il y a l'Alliance stratégique santé-environnement qui est portée par l'OMS et les Nations Unies, qui ont un certain nombre d'actions, mobilisation des ressources, plaidoyer, soutien technique et contrôle et évaluation. C'est un point important. Pour refaire référence aux slides précédentes, la structuration de la démarche de travailler ensemble et avancer ensemble sur ces sujets, elle est présente, elle est solide, elle est robuste, elle est cohérente. La grande difficulté aujourd'hui, c'est les besoins de compétences, c'est le besoin de renforcer les compétences. Il faut savoir qu'au sein de l'OMS, au siège, il doit y avoir au grand maximum sur ces sujets de santé environnementale, une dizaine de pays qui vont déléguer ou qui vont avoir des référents dans les continents. Sur le continent Afrique, s'il y a grand max, alors je ne vais pas me tromper, mais en tout cas en temps plein, il n'y a pas plus que 5 ou 10 personnes. Après, c'est des personnes aussi qui vont s'engager sur ces actions qui sont majeures, en plus de leurs autres missions qui sont des missions de santé publique au sens OMS en fait. Donc l'OMS et l'OMS Academy sont très intéressés et très
font la demande. Effectivement, ce n'est pas leur métier d'aller former l'ensemble des acteurs. Donc, je viens à ma dernière slide qui sera aussi une proposition et une invitation en termes d'agenda. C'est-à-dire que quand Renaud et Yoleni et Martine m'ont sollicité pour faire une intervention avec vous sur la santé et environnement, j'ai dit bien sûr avec plaisir, mais surtout, j'ai proposé qu'on puisse aller sur un format un petit peu augmenté de ce sujet parce que je pense qu'il est vaste et on est bien sûr l'intégration et l'adosser aux politiques publiques. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai fait ce choix de faire une formation en politique publique à Sciences Po, c'est-à-dire pour adosser la santé et environnement aux outils de politique publique, parce que c'est la seule façon de faire avancer les choses. On ne peut pas avoir juste des étudiants qui sont passionnés, parce qu'il faut être passionné pour travailler dans ces domaines-là, mais quelque part, on va tous être chacun de façon satellite dans des structures de recherche. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter l'ensemble de cette problématique avec aussi des solutions. Donc, la santé environnementale s'impose aujourd'hui comme un enjeu majeur de RSE. Ce que proposer effectivement de passer par 3 panels, 3 tables rondes, 3 panels qui vont avoir chacun des objectifs complémentaires, c'est-à-dire redonner le cadre de politique publique pour les personnes qui seraient intéressées, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites et ça en soi, c'est vraiment une heure facile, et de définir le cadre de politique publique, quels sont les grands défis, les leviers, les opportunités. Un deuxième panel, un deuxième webinaire qui aurait lieu, donc vous avez vu, 3 vendredis hebdomadaires au mois d'avril. Un deuxième panel qui aurait comme objectif de vous présenter aujourd'hui l'ensemble des retours d'expérience de situations concrètes, opérationnelles déployées sur le territoire, des programmes d'action conjointe, qu'on parle de la qualité de l'eau, que la qualité de l'air, la prise en compte de la gestion des déchets. Prendre aussi en compte un point sur lequel c'est absolument important, c'est quand on parle de transition écologique et de transition numérique, derrière, il ne faut pas oublier la problématique de l'extraction des terres rares qui sont la matière ou la matrice de la transition numérique, c'est-à-dire tous les métaux rares qu'on va utiliser pour la transition numérique, c'est-à-dire de passer en digital, voilà, beaucoup de choses, quasiment même les territoires. Donc, l'impact en termes de production minière, d'extraction minière et d'impact sur les communautés et les territoires où ces extractions vont avoir lieu est absolument majeur. Donc, c'est important de prendre en compte, et notamment aussi en Afrique. Et le troisième panel a vocation à inviter et de faire de l'innovation institutionnelle pour inviter les bailleurs, les acteurs du développement, les acteurs des territoires sur ces enjeux. Et l'objectif final, c'est de renforcer les capacités des territoires, les capacités institutionnelles, et pour transformer et mobiliser les acteurs de la décision. Et comme tu le disais, Renaud, on est vraiment sur des problématiques de territoire. C'est quelque chose d'une approche holistique et on ne peut pas travailler autrement. Donc l'idée, quand on parle de renforcer les capacités des territoires ou les capacités institutionnelles ou opérateurs, c'est de ne pas aller simplement sur une problématique de pathologie, mais sur une problématique de médias d'exposition. Ça veut dire comment on fait évoluer ou améliorer la qualité de l'air, comment on va travailler sur la qualité de l'eau, comment on va travailler sur la gestion des déchets. Et c'est pour cela et absolument déterminant que les acteurs des services essentiels, je vais peut-être faire une conclusion un peu étonnante, mais je pense que notre santé, c'est entre leurs mains quelque part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la santé du vivant, que ce soit animal, végétal, humain, c'est dans la capacité des services essentiels, que ce soit le traitement de l'eau, de l'air, des cités, des sols, de la gestion des déchets, on peut aller jusqu'aux pollutions marines et côtières. C'est vraiment dans la capacité de ces services essentiels à pouvoir, de façon cohérente et durable, de s'inscrire et de pouvoir apporter le bénéfice de la dépollution que sont leur métier. Donc, ça sera ma conclusion. Donc, je vous invite au mois d'avril pour aller un peu plus dans le détail. Et puis, effectivement, Renaud, avancer sur des formations One Health et sur des problématiques émergentes, parce que pour terminer sur la problématique du changement climatique, tout est lié. On voit bien qu'un certain nombre de pathogènes, de virus, de parasites, sont sous influence du changement climatique. Quand on voit la fonte des glaciers qui vont avoir des réservoirs de pathogènes qui sont en dormance depuis des centaines, voire milliers d'années, la fonte des écosystèmes ou la modification des écosystèmes végétaux, biologiques, amène la résurgence d'un certain nombre de pathogènes. Et si nos capitales santé, système immunitaire sont, on va dire, à plat, c'est vrai qu'on va avoir de quoi s'amuser. Pour le dire sympathique. C'est une sauf cette petite touche de prospective qui, j'espère, ne sera pas trop dramatique. J'aimais beaucoup, en tout cas, la conclusion qui était la vôtre sur
la liaison entre la santé humaine et les services essentiels. Merci donc de cette forme de conclusion. Je vais donner la parole à Renaud pour ces quelques mots de clôture de notre webinaire. Je vais rebondir sur la conclusion. En fait, tout ça nous amène à penser un territoire comme presque comme un être vivant, en tout cas un être complexe, avec dedans des populations très variées. Hein. On a parlé des hommes, des animaux, des plantes, on peut parler aussi des microbes, hein, des bactéries, etc. Ce territoire, effectivement, si on le conçoit comme un ensemble, comme un être vivant, il est nourri, il a à purifier un certain nombre de composants. Donc la pollution, finalement, c'est l'élimination, la purification de ces composants toxiques. Et puis, il peut y avoir des agressions. Ces agressions peuvent être des épidémies, c'est les émergences. En dehors de la problématique de l'intoxication par la pollution, on peut avoir des agressions par des épidémies qui nous ramènent à la problématique de l'infection chez un individu. Et dans ces agressions, il faut pouvoir répondre à ces agressions. Quand nous sommes agressés, nous avons un système immunitaire. Ce système immunitaire des territoires, finalement, il repose sur un système de santé, mais il repose aussi sur une santé communautaire, qui est la manière de répondre à une agression infectieuse d'une épidémie au niveau, dans l'ensemble du territoire et pas simplement au niveau des hôpitaux. Ce qui s'est passé dans la Covid-19, c'est qu'un territoire, par exemple, le territoire de l'Île-de-France, qui a été très fortement impacté lors de la première épidémie, on s'est aperçu que nous n'avions plus ce système immunitaire, il n'y avait plus que l'hôpital qui, en tant que structure, a accusé le coup et a fait preuve d'une agilité assez exceptionnelle quand même. Mais à côté de ça, par exemple, mes collègues de Santé publique France, si j'ai bien compris, étaient confinés. Les personnes de l'ARS n'étaient pas sur le terrain non plus. Et donc, il n'y avait pas de médiateur, et les médecins s'occuper des malades en téléconsultation pour l'essentiel. Autrement dit, il n'y avait aucune diffusion comme on a actuellement, nous, dans notre système immunitaire, un certain nombre de cellules qui vont circuler partout dans notre organisme pour apporter les défenses immunitaires, repérer les problèmes, les circonscrire le plus rapidement possible et appeler à l'aide. Et donc, cet aspect-là n'existe plus. Et je pense qu'on peut concilier le point de vue d'Armelle et le mien en envisageant un territoire comme quasiment un être vivant, un être complexe qui se toxifie avec les polluants et qui est soumis à des agressions infectieuses et qui doit répondre à ces deux types de problèmes et bien d'autres encore. C'est une formidable conclusion. Je vous remercie beaucoup, Armelle et Renaud. Finalement, en fait, avec deux éclairages passionnants, différents, vous arrivez à une conclusion qui est magnifique, que j'aime beaucoup pour ma part. Je remercie tous les participants qui étaient nombreux ce matin à nous avoir rejoints. J'ai décompté près de 275 participants ce matin vers 8 heures. Ce webinaire s'achève maintenant. Le prochain aura lieu le 31 mars. Il sera en anglais d'ailleurs, et il aura pour thème les innovations technologiques qui permettent d'améliorer considérablement et très rapidement maintenant l'accès à l'eau en Afrique, avec un certain nombre d'exemples illustratifs. Encore une fois, Armelle, merci infiniment. Renaud, merci infiniment, et merci à tous les participants. Je vous souhaite une très bonne journée. Et bien sûr, vous pouvez retourner sur le site de ressources pour pouvoir consulter à la fois des podcasts, d'autres webinaires, et puis bien sûr avoir beaucoup d'informations. Au revoir à tous et bonne journée. Merci à chacun. Bonne journée. Au revoir. Merci.